Ça, c'est une page sélectionnée par Salvatore qui parle de ce qu'il y avait de pionnier dans l'expérience libanaise, qui aurait pu être un modèle. S'agissant de la manière dont a été gérée la diversité religieuse dans mon pays natal, il est difficile de chanter ses louanges, vu qu'elle s'est conclue sur un constat d'échec. Mais il ne faudrait pas non plus jeter l'enfant avec l'eau du bain, comme dit un vieil adage allemand. Ce que j'appelle ici l'enfant, c'est l'idée de reconnaître l'existence de toutes les communautés religieuses, même les plus petites, et d'accorder à chacune un statut légal, la liberté du culte, des droits politiques et culturels, en un mot, une dignité. Un principe adopté par le Liban dès sa fondation et qui le différencie de la plupart des pays du monde. Cette spécificité a longtemps été perçue comme une curiosité locale, passablement lisible et probablement superflue, d'autant que les contrées voisines proclamaient haut et fort que leurs citoyens étaient tous logés à la même enseigne, sans égard pour leur appartenance religieuse ou ethnique. Quiconque osait prétendre qu'il y avait une différence de traitement, selon que la personne était sunnite ou chiite, musulmane ou copte, arabe ou kurde, alawite ou druze, ne faisait que propager, paraît-il, des mensonges des ennemis de la nation. Ni en Syrie, ni en Irak, ni en Égypte, ni au Soudan, ni dans aucun autre pays arabe, ni d'ailleurs dans les pays non arabes du Moyen-Orient, comme Israël, l'Iran ou la Turquie, on ne faisait de distinction, n'est-ce pas, entre les citoyens selon leur religion ou leur ethnie. Seul le Liban en était encore à ses archaïques subtilités. Aujourd'hui, l'on sait que ce refus de reconnaître l'existence des différentes communautés religieuses ou linguistiques n'a pas eu pour conséquence de conforter l'égalité entre les citoyens ou d'abolir les discriminations, mais très exactement l'inverse. Partout, il a conduit à marginaliser et à exclure des populations entières qui avaient un rôle à jouer. En écrivant ces pages, je songe d'abord au Proche-Orient, ma région natale, dont aucun pays ne peut être fier de son bilan en la matière. Mais le déni ne constitue pas, pour autant, une vertu dans le reste du monde. Sans doute est-il théoriquement possible que dans certaines sociétés, les mentalités soient suffisamment évoluées pour que le fait même de prendre en compte les différences religieuses ou ethniques soit devenu superflu. À dire vrai, je ne connais pas de telle société. Je serais incapable d'en nommer une seule, et je veux bien admettre qu'il pourrait y en avoir un jour dans un monde idéal. D'ici là, je demeurerai sceptique envers les pays qui proclament que tous leurs citoyens sont traités de la même manière et qu'aucune frange de la population n'a besoin d'être mieux protégée que d'autres. Ce souci de rassurer les communautés les plus inquiètes était présent dès le commencement de l'expérience libanaise, et il demeure, à mes yeux, sa contribution la plus remarquable à la civilisation d'aujourd'hui. Cet archaïsme portait en lui, malgré les apparences, les promesses d'une véritable modernité. Juste un rappel, au Liban, la constitution non écrite, la règle non écrite, mais strictement observée, c'est que le président et le président de la République est toujours un chrétien, que le président de la Chambre des députés est toujours un musulman chiite et que le Premier ministre est toujours un musulman sunnite. Voilà. L'inverse. Voilà. Donc c'est une manière d'équilibre qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui a peut-être la dimension de l'exemple pour d'autres pays voisins. Je sais qu'il y a... Pas ça, pas les côtés, pas les quotas confessionnels. Ça, je continue.
c'est la suite. Mais il y avait aussi, hélas, tout autour de l'enfant prometteur, une eau du bain qu'il aurait fallu jeter dès que possible. Je veux parler du confessionnalisme. Ce terme, qui est l'équivalent local de ce qu'on nomme ailleurs le communautarisme, désigne tout un système de quotas, en vertu duquel les postes importants du pays sont répartis à l'avance entre les représentants des communautés. L'idée d'origine n'était pas aberrante. Il fallait éviter que pour l'élection d'un dirigeant, on retrouvât systématiquement un candidat chrétien opposé à un candidat musulman, chacun étant soutenu par ses propres coreligionnaires. On avait donc décidé de répartir d'office les fonctions entre les différentes communautés. Le président de la République serait obligatoirement un chrétien maronite, le président du Conseil un musulman sunnite, le président du Parlement un musulman chiite. Au gouvernement, il y aurait toujours une parité exacte entre ministres chrétiens et musulmans, et chaque communauté aurait ses sièges de députés, qu'on ne pourrait lui contester. On s'était également efforcé de respecter certains dosages dans la fonction publique. Si cet échafaudage était complexe, et même alambiqué, il avait sa raison d'être, et il aurait peut-être fini par produire les résultats espérés. Mais l'on avait sous-estimé le caractère insidieux et toxique inhérent au système des quotas. On avait espéré qu'en atténuant la compétition entre les communautés, on allait réduire peu à peu les tensions et renforcer chez les citoyens le sentiment d'appartenir à une nation plutôt qu'à une confession. Mais c'est l'inverse qui est produit. Au lieu de se tourner vers l'État pour obtenir leurs droits, les citoyens trouvaient plus utile de passer par les dirigeants de leur communauté. Celles-ci sont devenues des satrapies autonomes, gouvernées par des clans ou des milices armées, et qui mettaient leurs propres intérêts au-dessus de l'intérêt national. À vrai dire, et je l'écris au soir de ma vie, avec une infinie tristesse, au lieu de garder l'enfant et de jeter l'eau sale, on a fait l'inverse. On a jeté l'enfant pour ne garder que l'eau sale. Tout ce qui était prometteur s'est rabougri, tout ce qui était inquiétant et malsain, et qu'on espérait provisoire, s'est installé plus solidement que jamais. Alors, tout cela nous amène à parler de la recrudescence inquiétante d'une tentation de guerre pour revendiquer l'identité. On voit monter de partout en Occident, mais dans le monde arabo-musulman aussi, cette contestation autour du concept d'identité. Tu traites très très bien cette question dans le livre. J'aimerais que tu nous donnes ton sentiment là-dessus, notamment côté européen, parce que ça nous interpelle jour après jour. On voit monter un petit peu partout en Europe des régimes qui ont basé non pas une idéologie, mais une politique sur cette revendication de l'identité nationale. Moi, j'ai publié il y a un peu plus de 20 ans un livre qui s'intitulait « Les identités meurtrières ». Et à l'époque, je sentais qu'elles allaient être de plus en plus meurtrières. Elles l'étaient déjà, mais je ne pensais pas que ça arriverait à ce stade. Bon, 3 ans plus tard, il y a eu le 11 septembre, et puis, je vous apprendrai rien, je pourrais énumérer indéfiniment tout ce qui s'est passé depuis en France, en Espagne, en Angleterre, partout dans le monde. Et tous les jours nous apportent encore des nouvelles de crimes commis au nom de l'identité. Je pense que c'est un phénomène qui s'est installé dans nos vies, nous sommes habitués, et qui a un effet, parmi les très nombreux effets, c'est vrai que ça a perturbé la vie politique et intellectuelle de pratiquement toutes les sociétés, même celles qui n'ont pas été touchées directement par ces tensions identitaires, par cette violence liée aux questions identitaires. Beaucoup de sociétés
sont bouleversés, leur vie politique, leur vie intellectuelle est bouleversée par les questions identitaires. Et il y a un dérapage, je voudrais juste citer particulièrement, je en parle un peu dans le livre, ce que j'appelle la dérive orwellienne. Je m'explique. Orwell, comme vous le savez, dans son roman 1984, imaginait un monde où nous serions constamment sous surveillance, sous le regard de Big Brother qui nous poursuit partout, qui veut tout contrôler, nos pensées, nos actions, nos déplacements. Et dans l'esprit d'Orwell, ça allait venir par le triomphe d'un système totalitaire de type stalinien, c'était ça l'image qui le hantait. Et ce qui est en train d'arriver, c'est quelque chose de similaire, mais sans passer par la case totalitarisme. Je m'explique. À cause des tensions identitaires et des violences liées aux questions identitaires, nous éprouvons le besoin, de plus en plus, d'être protégés. Et nous éprouvons beaucoup moins ce sentiment d'être surprotégés. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui arrivent et que nous n'aurions pas accepté s'il n'y avait pas cette pression des risques d'attentats et d'actes violents. Nous arrivons à un aéroport, nous sommes fouillés, palpés, nous ôtons nos chaussures, nous ôtons nos ceintures, et normalement, s'il n'y avait pas ces risques-là, nous serions révoltés. Mais nous tous, vous et moi, nous l'acceptons parce que nous savons qu'il y a des risques. Tout ce que nous écrivons peut être lu, tout ce que nous disons peut être enregistré. Tous nos déplacements sont suivis. Et nous l'acceptons parce que nous savons que ça peut aider à éviter des problèmes. Et en fait, notre vigilance à l'égard de ce problème a été complètement détournée. Au lieu d'être vigilant par rapport aux empiétements sur nos libertés, nous sommes devenus vigilants par rapport aux risques que nous courons et beaucoup moins vigilants. Je pense que notre vigilance à l'égard des empiétements s'est engourdie. Et aujourd'hui, nous acceptons pratiquement tout, et même nous sommes prêts à aller au-delà. C'est-à-dire, nous sommes prêts à livrer notre vie intime, tout ce que nous faisons, tout, des déplacements, aux transactions bancaires, aux échanges téléphoniques, aux échanges par courrier électronique, tout peut être observé par des forces qui sont au-dessus de nous. Et, je répète, nous tous, nous sommes consentants, moi en premier, parce que nous ne pouvons plus nous battre contre cela quand il y a cette atmosphère de tension et de violence. Et là, il y a eu un dérapage qui est directement lié aux violences identitaires, aux attentats spectaculaires que nous avons vus, et qui a changé complètement l'atmosphère, et qui fait que les instruments que nous donne la technologie moderne, et qui comprenait potentiellement ce risque-là, nous ne réagissons pas en disant « Attention, il faut que nous protégions notre liberté parce que nous avons une autre priorité, qui est se protéger de la violence. » Et peu à peu, nos sociétés dérivent vers des sociétés qui acceptent d'être entièrement surveillées, entièrement contrôlées. Là, il y a le nouveau contrôle social inventé en Chine, mais qui va
probablement se répandre même dans des sociétés qui ne sont pas gouvernées comme la Chine, où on a un quota de points. Alors, selon le comportement que l'on a, les points peuvent augmenter et diminuer. On pourrait en parler très longuement, mais c'est vrai que nous sommes entrés dans un monde orwellien, non pas à cause d'une tyrannie qui nous l'impose, mais à cause d'une peur légitime. Ce n'est pas, il y a des gens qui peuvent essayer de l'exagérer ou de l'utiliser, mais c'est une peur légitime qui correspond aux réalités du monde d'aujourd'hui. Et c'est une peur qui, si l'on est réaliste, ne risque pas de disparaître avant des décennies. Parce que les problèmes qui sont à l'origine de cette peur et de cette violence, ils sont là. Et rien ne permet d'espérer qu'ils vont être résolus dans les décennies à venir. Donc c'est un problème qui est avec nous et qui a fait déraper le monde et qui est un des facteurs qui, à mes yeux, pourrait expliquer ce fossé qui s'est créé aujourd'hui entre notre évolution matérielle et notre évolution morale. Merci. Je pense qu'on pourrait terminer notre heure d'entretien avec une ultime lecture très révélatrice. C'est à souligner ça. Non. Je pense. Oui, c'est bon. 22. Je l'ai vu hier. En agitant, comme je l'ai fait dans ce livre, le spectre d'un naufrage imminent, n'ai-je pas pris le risque de désespérer ceux qui me liraient? Mon intention n'était sûrement pas de prêcher le découragement, mais il est du devoir de chacun, dans les circonstances si graves que nous traversons en ce siècle, de demeurer lucide, sincère et digne de confiance. Quand, pour calmer les frayeurs de ses contemporains, on choisit de nier la réalité des périls et de sous-estimer la férocité du monde, on court le risque d'être très vite démenti par les faits. Si les routes de l'avenir sont semées d'embûches, la pire conduite serait d'avancer les yeux fermés en marmonnant que tout irait bien. Je suis persuadé, d'ailleurs, qu'un sursaut demeure possible. Il est difficile de croire que l'humanité se résignera docilement à l'anéantissement de tout ce qu'elle a construit. Toutes les sociétés humaines et toutes les civilisations sont perdantes tant que l'on s'égare de la sorte, et toutes seraient gagnantes si l'on redressait le cap. Le jour où on en prendra conscience, les comportements se modifieront radicalement, la dérive sera enrayée et une dynamique salutaire se mettra en place. Je vous rappelle que Amin Manouf va dédicacer ses livres d'un film sur la place.